Artistes, musiciens et musiciennes au Canada, on vous invite à faire rayonner votre musique. Inscrivez-vous dès maintenant à la 17e édition des Silly d'or de la musique du monde. Cette vitrine unique est votre chance de vous faire découvrir du public et de remporter de nombreux prix. Faites vite, vous avez jusqu'au 11 décembre pour envoyer votre candidature. Toutes les infos sur www.sillydor.com. Hey, salut, c'est Gab Bouchard, vous êtes à l'écoute de choc.ca. J'ai le goût de finir à la même place que toi, finir à la même place que toi. C'est cool se voir, c'est cool se voir. Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur le Clash Podcast, le podcast qui traite de punk rock québécois, de punk rock et des styles adjacents, évidemment. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on va parler de hardcore. Je reçois le collectif Montréal Hardcore, le NTLHC Collective et la gang aussi de Lifers Records. C'est un épisode que ça fait plusieurs mois que je veux booker parce que honnêtement, moi, je suis pas un spécialiste du hardcore. Je connais un peu mes classiques, on va dire, américains. Mais tu sais, scène locale, je connais quelques noms. Donc, je vais vraiment avoir l'occasion de poser des questions peut-être un peu plus naïves pour me renseigner sur cette scène-là que je connais vraiment moins que d'autres. Puis, faut vivre dans un trou depuis un bout pour pas réaliser à quel point que la scène hardcore en ce moment elle explose. Les projets qui mènent, la quantité de bands de qualité qui sort de cette scène-là, c'est hallucinant. Vous avez sûrement déjà vu les trucs passer si vous y étiez pas au Fouf, au Madhouse de Montréal, qui est d'après moi déjà un spectacle qu'on va parler comme étant légendaire, même si ça fait même pas un an qu'il est passé. Donc, la scène hardcore en ce moment a vraiment quelque chose de magique qui se passe et je suis vraiment content d'avoir les invités que j'ai aujourd'hui pour pouvoir discuter de ça parce que cette scène-là ne fait que grossir et produire des trucs vraiment hallucinants. Fait que, bref, on va jaser de ça. Sinon, encore comme à chaque épisode, ma petite plug Patreon parce que j'ai un nouveau membre Patreon en fait qui s'est inscrit depuis mon dernier enregistrement. Fait que je veux dire un gros merci à Dan Gilbert et comme à l'habitude quand vous vous inscrivez au Patreon, oui, vous avez les épisodes d'avance, vous pouvez participer automatiquement au concours, mais aussi je demande tout le temps à mes membres Patreon s'ils ont des projets à plugger pour faire une petite plug des trucs qui les passionnent ou qui les concernent et dans ce cas-ci, Monsieur Gilbert voulait que je fasse une mention spéciale au Café du Clocher, un gros spécial à Sam Gingras et PY d'ailleurs qui sont à la barre du navire du Café du Clocher, qui d'ailleurs sont nommés au GAMIC pour une 4e année consécutive pour la salle de spectacle. Sinon, à part de ça, Dan m'a demandé aussi de plugger ses projets personnels. On peut penser à Dream 2, qui est un projet Dream Pop, shoegaze, avec des membres de Blanc dehors et les Fuse. Et sinon aussi, le groupe Degen, un rock de garage, avec des membres entre autres de Mardi Noir et Psycho Riders, qui d'ailleurs, Psycho Riders ont sorti un excellent album cette année. Fait que Degen et Dream 2, allez voir ça, allez écouter ça, allez l'encourager sur Bandcamp. Donc, gros merci Dan d'encourager le podcast. Merci d'encourager la scène locale. Pour aller encourager la scène locale, évidemment, je vous invite à aller suivre toutes les Bandcamp. Achetez la musique, en fait, sur Bandcamp, des bands que vous appréciez ou que vous découvrez sur le podcast. D'ailleurs, on va commencer ça avec une petite toune achetée sur Bandcamp pour le podcast. On va aller écouter Prowl de la pièce The Merchant of Bones, tiré de leur dernier album The Forgotten Realms. On va écouter du Prowl parce que Maxime Vallière, membre du collectif Hardcore de Montréal, est à la voix de ce band-là. Et je vous avertis, ça décape en salle. C'est vraiment un de mes gros coups de cœur de la dernière année, on va dire. Donc, on va aller écouter Merchant of Bones de Prowl et on se retrouve tout de suite après.
Bon, ben, crime, merci beaucoup, Max Tremblay, Max Vallière et Ben d'avoir accepté l'invitation sur le Clash Podcast. Merci. Moi, c'est un épisode, ça fait vraiment longtemps que je veux faire. Ça fait du moins, en tout cas, au moins une couple de mois. Mais à chaque fois que je regardais, Prowl était tout le temps en tournée ou des choses comme ça. Fait que j'étais comme, je vais attendre qu'il revienne parce que j'ai des questions pour Prowl aussi, évidemment. Le but principal de cette entrevue-là, c'est que je fais beaucoup d'entrevues avec la scène punk rock en général, puis je connais beaucoup moins le côté hardcore. Puis qu'est-ce qui se passe en ce moment avec la scène hardcore? Ça a juste pas de sens. Je veux dire, ça a comme explosé depuis les dernières années. Il y a beaucoup de bands, il y a beaucoup d'événements. Puis vu que j'ai que vous autres, vous faites ça depuis... vous êtes dans la scène depuis vraiment comme plusieurs années. Ma première question, c'est est-ce que vous avez vraiment remarqué une différence, vous autres aussi, de, disons, il y a 5 ans, 10 ans, 2 ans même, sur la progression de comment que la scène a pris de l'ampleur? Je dirais oui et non, parce que j'ai tout le temps trouvé qu'il y a des waves. On a tout le temps eu des waves, on a eu des bons moments, quand on a eu des mauvais moments. Pour vrai, j'ai eu vraiment des creux au cours des dernières 15 années, mais là, c'est vraiment un super bon vibe. Moi, je viens voir des shows depuis quand même assez longtemps, puis je pense que c'est un des meilleurs vibes que j'ai vu depuis que moi, je vais voir des shows, en fin de compte. Tu sais, les shows locaux à 150-200 personnes, là, ça fait longtemps que moi, j'ai pas vu ça. Mais c'est ça, sinon, parce qu'il y a toutes les shows locales, il y a le truc aussi, j'ai remarqué qu'on dirait que toutes les styles puis les sous-catégories du hardcore font toutes des shows aussi en même temps. Fait que ça, j'imagine que ça l'aide beaucoup aussi à justement remplir les salles avec tout le temps des nouveaux bands qui se créent avec les différents membres des différents groupes aussi, ou... Je dirais que oui, là, ça c'est sûr. Là, plus t'as de bands, plus t'as un crowd différent. Puis je pense que c'est ça qu'on fait un peu aussi. Là, c'est de mixer les shows pour pas qu'il y ait juste un genre de band. Parce que j'ai tout le temps trouvé ça cool d'avoir des build mix. Là. C'est la meilleure affaire. T'as tout le temps des kids qui viennent voir un nouveau band à toutes les fois. Fait que c'est tout le temps une bonne affaire. Puis ça, je me demandais parce que là, il y a le Montreal Hardcore Collective ou le Collective Crew selon le collectif hardcore de Montréal, appelons-le comme ça. Ça, c'est né quand exactement? Ça existait-tu déjà comme pré-pandémie ou c'est vraiment né, disons, avec le Madhouse puis un petit peu avant? C'est vraiment né avec le Madhouse, honnêtement. On s'est dit... on avait fait quelques shows à retour de pandémie, puis justement, les réactions étaient super bonnes. Il y avait beaucoup de gens qui venaient dans les shows. Fait que ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire justement un collectif qui rassemble tout ça puis qui peut donner une plateforme à plus de bands. Tantôt, on parlait justement de nouveaux bands. Nous, on est beaucoup, tu sais, s'il y a des nouveaux bands, on veut leur donner une plateforme, les faire ouvrir les shows. Tu sais, on a tout commencé en faisant des shows puis en étant jeunes avec nos premiers bands. Fait que je pense que le collectif est né que justement, il y avait une bonne vague puis on voulait rassembler tout ensemble. C'est sûr que le Madhouse, ça l'a aidé à ça aussi, mais ouais, je crois que c'est pas mal. Pas mal pour ça. C'était vraiment, dans le fond, c'est ça, le Madhouse qui a fait la naissance du collectif pour promoter vraiment tout ce qui est spectacle. Puis en même temps, on a décidé de se lancer à booker nos propres spectacles pour justement donner la chance aux autres bands de s'illustrer. Puis le Madhouse, là, ça a été là, un méga succès instantané. Là. Je veux dire, vous avez été sold out toutes les journées. Le monde en parle encore aujourd'hui. Je pense que le lendemain que c'était fini, le monde voulait déjà savoir s'il y avait comme une date qui allait suivre et tout. Fait que là, justement, 2024, de ce que j'ai compris, il va y avoir une deuxième édition. Ouais. L'édition va prendre place le 23, 24, 25 février. Donc, ouais, ça va se passer une deuxième fois. Ouais, fait que attendez pas pour acheter les billets cette fois-ci, par exemple, parce que ça va partir assez vite. Puis, en plus, l'année passée, il y avait comme je pense qu'il y avait comme un package avec le show de Gel, si il y avait les billets d'avance aussi. Exact. On a fait... il y avait le show de concert de Gel qui se passait dans la salle juste à côté, donc on a décidé de mixer les choses un peu avec Good Shows. Moi, je me demandais, j'essaie de trouver un petit peu la naissance de Madhouse, puis de ce que j'ai compris, il y avait l'air d'avoir quand même des racines qui partaient avant le Madhouse de Montréal, la première édition, qu'il y avait comme eu d'autres trucs avant qui s'étaient passés un peu liés à ça. Tu sais, j'avais vu qu'il y avait eu à la Dead Church, il y avait eu des trucs, il y avait Coldest Night of the Year aussi qui ressemblait un petit peu. Y a-tu des liens, on va dire, dans l'organisation entre ces festivals-là, puis ces événements-là, puis le Madhouse? Il n'y a pas vraiment de lien. Sur moi, par le passé, j'organisais tout le temps comme un spectacle de fin d'année pour ramasser de l'argent ou des jouets pour dans le fond, les familles, les enfants. Mais il y a plus... Non, il n'y a pas vraiment de lien qui est avec le Madhouse directement pour ça. Non? OK. Mm-hmm. Parce que de ce que j'ai compris, en tout cas, j'ai trouvé comme une affaire quand même pas pire. J'ai vu, on va dire, c'est correct, je vais t'appeler Tremblay puis je vais t'appeler Vallière pour au lieu de tout le temps préciser c'est qui à chaque fois à l'audio. Ça va être plus agréable pour l'auditeur. Ben oui. J'ai vu comme un truc, là,
450 Hardcore Crew Production, genre de la Rive-Sud, genre au début des années 2000 de toi, Tremblay. Oui. Moi puis Marc-André Filion. OK. Fait que vous bookez depuis un bout, là, quand même. Ben, moi, j'ai eu des up and down, là, mais moi puis Filion, on a booké comme... Je veux pas le dire, mais je pense le premier fest local québécois à Montréal qui était sur la Rive-Sud, là. OK, ouais. Puis si je me trompe pas, il faudrait que je check les dates exactes, là, mais si je me trompe pas, ça va tomber 23 ans top pour le Madhouse cette année. Parce que c'est la journée de la fête à ma mère. Genre le samedi. Fait que c'est ça. C'était ça le Mullet Takeover? Ouais, Mullet Fest. Ouais, c'est ça, parce que j'ai vu que c'était que ça se passait à Longueuil. Y a-tu quelque chose qui se passe encore comme. Parce que là, moi, je parle de quelqu'un qui habite à Boucherville puis qui est comme si jamais j'ai à ne pas traverser le tunnel pour aller voir un show. Ça a l'air d'être moins actif un peu sur la Rive-Sud que ça l'était. Ouais, ça l'était pas vraiment non plus. C'est juste que genre In From Above venait de Longueuil, moi puis Fillon venait de Longueuil, on avait plein de chums à Longueuil, fait qu'on a juste trouvé une salle puis on a booké un show. Okay. C'était juste ça. On a booké une coupe de shows. On a booké 2 Mullet Fest, puis après ça, on a booké une coupe de shows locales à droite et à gauche, mais c'est tout. Okay. Il y a vraiment pas eu grand-chose. Puis Dave Boucher a déjà fait un Back to School Beatdown aussi sur la Rive-Sud, le début 2000. La première fois que Terror ont joué au Québec, c'était là-bas. Okay. À Longueuil. Une grande ville, ils ont été accueillis en grand. En plein ça. En plein ça. Puis là, c'est ça, comme là, le Madhouse, tu avais parlé de bin de tes autres bookings que tu avais fait dans le passé pour les festivals, que tu ramassais des trucs pour les enfants et tout. Le Madhouse, je sais qu'il y avait une partie des profits qui allait comme aux personnes, je pense, sans domicile fixe, sans abri autochtones. Je sais pas, est-ce que ça va être la même vibe un peu, la même organisation que ça va aller pour la deuxième édition? Je sais pas encore vers quoi on va se pencher, mais c'est sûr qu'on veut tout le temps avoir quelque chose qui va redonner soit un montant ou soit quelque chose à un organisme quelconque. Là. Okay. C'est dans les plans. Ça va-tu être encore... parce que c'était 100% local, la première édition. C'était que des bands majoritairement montréalais, mais du Québec aussi un peu. C'est vraiment axé sur Montréal. Toutes les bands étaient de Montréal. Moi, c'est ça. Il n'y avait aucun band à l'extérieur. Non. C'est fou pareil. Là. Il y avait combien de bands sur le billing? Genre 25? 19, je pense. 19 ou 17. 18 ou 19, là, mais faudrait que je recompte. Ah, mais c'est fou, mais c'était cool. Là. Ouais, parce que c'était beaucoup centré sur le hardcore, tu sais, comme la vibe, puis comme comment c'était promotionné. En tout cas, j'aurais utilisé le coup d'anglicisme, mais tu sais, t'avais quand même des bands comme, je pense, tu sais, Spite House, Clone Apparition, qui comme, t'es vraiment dans un autre registre complètement, puis tout. Puis le monde a vraiment de l'air à avoir apprécié quand même, là, peu importe c'est quoi le style. Puis c'est sûr que c'est une gang, puis tout le monde se connaît un petit peu, là. Comme je disais avant le podcast, là, je suis rendu que maintenant, là, je reçois quelqu'un, puis je sais que je connais au moins une personne qui a été dans un de ces 10 bands des 20 dernières années avec, là. Mais pas toi, Max Vallière, par exemple. C'est genre des questions pour toi, pour creuser sur ton passé un petit peu plus tard. Puis quand vous comparez, parce que c'est ça, c'est Madhouse, c'est vraiment le Madhouse puis le Montreal Hardcore Collective, c'est vraiment beaucoup centré autour de Montréal. Est-ce que vous sentez qu'il y a le même genre de truc qui se passe en ce moment dans le reste de la province? Parce que je sens qu'aux États-Unis, il y a comme une montée aussi, de plus en plus de groupes qui viennent et qui remplissent les salles ici aussi. Mais je sais pas si vous avez l'impression que c'est comme une vibe plus grande que juste locale, en fait. Ouais, clairement, je pense qu'au retour de la pandémie, pas mal toutes les scènes à travers du moins l'Amérique, même l'Europe, je suis pas mal sûr que ça l'a aidé à ce que ça explose un petit peu parce qu'aux États-Unis, on a un peu le même discours, c'est que les lundis, mardis, mercredis, il y a des gens dans les shows, il y a vraiment beaucoup de kids qui show up, je pense que les shows All Ages aussi, ça aide vraiment beaucoup à ça. Mais ouais, clairement, je pense pas que c'est juste dans la province, je pense que c'est vraiment partout. Ouais, je sais pas worldwide, là, mais probablement, en tout cas en Amérique, ça c'est sûr. Là. Les shows All Ages, il y a beaucoup aussi, on va dire, de la scène hardcore qui ont parti les Under the Bridge, puis ces shows-là qui est vraiment comme qui a fait montrer à une autre génération plus jeune, on va dire, que nous autres en général, comme de la musique. Puis il y a eu beaucoup de bands qui ont parti. Je sais que du côté punk rock, ça a vraiment émergé. Il y a vraiment plein de jeunes entre comme 14 puis 20 ans qui ont parti des bands depuis comme 2 ans. Est-ce que vous sentez le même genre de truc qui se passe dans la scène comme plus hardcore ou plus metal puis ces choses-là? Ben moi, je pense que oui, honnêtement. Je veux dire, le fait aussi que le but est d'accepter tout le monde, fait que les gens qui sont plus jeunes qui commencent à venir dans nos shows à 18-19 ans, c'est sûr qu'on les pousse à partir un band, puis
Je pense que si nos shows seraient de plus en plus all age aussi, je pense que ça pousserait encore les plus jeunes à venir et à partir des bands. Mais oui, c'est vrai que les shows Under the Bridge, on l'a vraiment vu que ça l'amenait un crowd qui était beaucoup plus jeune. Puis c'est vraiment cool à voir. Là, je veux dire, s'il n'y avait pas meilleur moyen que de garder une scène en vie, c'est d'avoir des underage puis des gens plus jeunes qui vont rester et continuer à partir des bands, faire des shows. Surtout sur un free show. Là. On accepte les donations. Fait que, si t'as pas d'argent, c'est pas grave. Tu peux venir au show quand même. Là, c'est complètement correct de venir. Puis, si tu veux aider ou s'il y a quelque chose que tu peux faire, ben, tu as juste à nous demander puis on va te trouver quelque chose à faire. Là. Si tu veux t'impliquer, mais c'est sûr qu'il y a tout le temps quelque chose. Parce que les options sont... c'est un sujet qui revient quand même souvent au podcast, c'est que les options sont limitées pour les All Ages. Il y a la Soterinia qui revient souvent. Ouais. Il y a le Théâtre Sainte-Catherine qui est possible aussi que c'est All Ages là. Puis là, je vois que tu as un chandail de Puffer. Puffer, j'ai vu qu'ils ont fait un show comme au Bain Mathieu il y a genre 1 an à peu près. Fait qu'on dirait qu'il faut comme que tu débusques des nouveaux endroits pour ça. Fait que je sais pas s'il y a comme d'autres places que vous savez justement qu'il y a des possibilités. J'essaie tout le temps d'en trouver un autre. Casa del Popolo aussi, je pense que... Non, je pense pas que la casette, tu peux le faire. Je pense pas que tu cadres vraiment. Non, mais tu sais, c'est que tu peux pas advertise. Je sais pas, selon... Oui, ben, tu peux. C'est juste qu'il faut que tu avertisses que c'est un show parce qu'ils ont comme une option, eux autres, comme restaurant-café aussi. Okay. Puis j'ai vu le show de... General Fools, un band de Sherbrooke, qui avait fait un retour, puis il a fait un show en après-midi All Ages, puis un show en soirée. Fait que j'imagine qu'ils ont des places qui ont des options de permis quelconques. C'est un genre de bracelet ou quelque chose là, qui te donne, puis tu peux pas te faire servir au bar. C'est ça. Si je pourrais, je n'étais pas au courant. Il y avait des kids de 6 ans. Là, fait que, c'est pour ça que je me dis que j'ai un doute que c'était All Ages. Là, ouais, c'est clair. Ouais. Mais c'est sûr que les options de salle All Ages qui coûtent pas une fortune sont assez rares. Là, surtout, on s'entend que dans le hardcore, c'est pas le domaine où l'argent coule à flot non plus. Là, fait que c'est sûr qu'on essaie de toujours pouvoir remettre le plus au groupe, etc. Mais les salles All Ages, c'est pas facile. On en cherche souvent, puis c'est dur à trouver. Mais en même temps, là, je viens d'apprendre que peut-être la casette, je sais que la Saturnia, ils le font aussi. Ça, c'est vraiment nice. Puis Théâtre Sainte-Catherine. Ouais. Je sais que j'ai reçu un groupe de jeunes, justement, punk rock, Conflit Majeur, puis eux autres, ils ont fait un show au Pulse Boutique, le disquaire sur Mont-Royal aussi. Ça a l'air qu'il y a une petite section en arrière aussi qui peut faire des shows aussi, là, All Ages, mais tu sais, quand même, c'est pas des lieux que... c'est des shows réguliers. Je pense que c'est comme c'est cherry-pick un peu les spectacles qu'ils font selon les disponibilités du monde là. C'est le Lopez. C'est exactement ça, j'allais dire. Il y a la boutique Lopez sur la Plaza Saint-Hubert qui sont ouverts à faire des shows. Là, ils en font quelques-uns de temps en temps, mais il faut que ça reste justement comme plus, c'est aussi souvent annoncé dernière minute, puis c'est comme en boutique, fait que t'as comme le côté aussi promo d'un artiste local ou d'un designer local aussi. Ils sont assez willing, je pense peut-être pas à toutes les semaines, mais en même temps, j'ai vu des très bons shows Lopez. Donc, c'est ça. À considérer, c'est sûr. Ouais. Les shows dans le sous-sol, c'était vraiment cool, en tout cas. Je pense que là, ils l'ont comme un petit peu fermé, là, mais c'était vraiment ça le best. Ben, j'ai entendu qu'il y avait eu des shows dans le sous-sol, puis moi, après ça, ils faisaient au rez-de-chaussée, puis c'était quand même, The Lookout ou Bring the Light avec 22, tu sais, quand même des groupes. Puis c'était comme plein dans la boutique. Puis fait que peut-être qu'ils ont aussi augmenté leur licence ou quelque chose, en tout cas sans les brûler. Là. Fait que écrivez-leur pour avoir plus d'informations. Je parle peut-être à travers mon chapeau en ce moment. Là, c'est ça. Est-ce que vous autres, vous avez comme grandi tout un peu dans la scène hardcore ou ça a commencé plus avec le punk rock et ça a évolué vers ça? Moi, c'était vraiment, mettons, j'ai comme vraiment commencé dans le metalcore. OK. Puis ça l'a vraiment mergé dans un crowd plus hardcore, la musique plus hardcore, plus locale, puis promouvoir la scène. Non, parce que t'as quand même, Harrier, ça a duré quand même un Christy bout, fait que je me disais qu'il y avait des liens qui remontaient. Là, fait que... Mais oui, c'est ça. C'est vraiment, ça a commencé plus dans le metalcore, puis vraiment, tu sais, j'ai trouvé du monde avec des intérêts qui ressemblent au mien dans le hardcore plus que dans... C'était quoi ton ou tes bands metalcore que t'avais? Ben, j'avais un band comme Screamo un peu avant qui était Versus Iris Witches, mais j'ai pas trouvé celle-là. Vous l'avez pas entendu ça. Je pense pas que ça se trouve peut-être live sur YouTube peut-être, là, mais ouais, c'est... des filles. Non. Ouais, c'est ça, moi avec, là, je suis comme, c'est ça le plus vieux que j'ai entendu. À écouter et regarder. Parce que moi, avant Harrier, j'avais rien trouvé d'autre que en reculant là, dans ton passé. C'est pas mal ça, le gap. Mais ça, c'était ton band Screamo, mais metalcore, ça veut dire qu'il y en avait un autre que tu me caches. Non, metalcore, c'est vraiment dans le style musique que j'ai grandi, dans le fond. OK, parfait.
Je vais aller faire mes recherches. Faut trouver ça. Ça, ben, une des raisons, c'est pourquoi je pose la question, c'est que Max Vallière, c'est que toi, j'ai trouvé que tu as fait une couple d'entrevues avec Beans and Breakdown. Puis, tu sais, genre, souvent, tu parles que tu avais joué du drum puis de la guitare dans des groupes quand tu étais plus jeune, adolescent. Mais reste que je trouve toujours juste des trucs sur Prowl et rien de avant. Fait qu'est-ce qu'il y avait, à moins que ça soit comme justement, il y a une raison pourquoi tu veux pas que ça se sache. Non, mais comme Ben, j'ai eu des projets avant qui méritent pas d'être mis sur la place publique. Non, mais c'est ça, tu sais, sérieux, j'ai joué du drum, j'ai eu un side project avec des amis, on a jammé, mais on n'a jamais fait de show. J'ai eu un band à guitare, par exemple, avec Ben. Mm-hmm. Ah ouais? Quand même hardcore. Fait qu'un autre que le band Screamo. Ouais, c'est vrai. Mais on n'a pas fait de show. On a fait. Ben oui, on a fait 3-4 shows. On a juste rien recordé. Ouais. C'était pendant Harriers, dans le fond. Okay. Exact. Ouais. C'était quoi le nom du band? Force Field. Ouais. J'ai oublié ça. Ouais. J'ai joué de la guitare là-dedans. Mon premier band au drum, dans le fond, c'était Force Field. Ouais. C'était cool. C'était cool. Mais, il y a un petit regard de Hey gang, on leur rappelle part. plus de aucun truc, je me rappelle pas. Non, mais ouais, ça c'est pas mal ça que j'ai eu comme projet, honnêtement. Fait qu'entre Force Field puis Prowl, il n'y a vraiment rien eu d'autre. Non, c'est ça, exact. En fait, moi aussi, je viens un peu de la scène metalcore, puis quand j'ai été longtemps dans le hardcore sans avoir de band, moi, je faisais juste suivre Harriers partout. Puis tout le monde pensait que j'étais dans Harriers, mais j'ai jamais joué dans Harriers. Puis c'est ça, à un moment donné, j'ai décidé d'avoir commencé un band avec Ben. Finalement, ça n'a pas trop fonctionné. C'est ça. Puis parce que t'as fait un featuring avec Harriers, dans le fond. Ouais, exact. 2, en fait. On My Own, que j'avais trouvé. Ouais, ça, c'est le dernier. Puis j'en ai fait un dans le premier démo. OK. Ouais. Ben, c'est ça. J'étais déjà pote avec Ben, en fait, dans les débuts d'Harriers et tout. Puis après, Prowl a commencé. Juste, j'avais de l'intérêt à partir d'un projet un peu plus crossover, hardcore. Très bon d'ailleurs. Gros coup de cœur des dernières sorties locales, des dernières années. Puis tout, là, un qui joue pas mal en boucle. Parce que c'est ça, tu sais, l'avantage, puis on va pouvoir aussi en parler aussi de Scaramanga, puis de Chain Block, puis tout ça, c'est qu'il y a aussi toute la vibe que j'aime beaucoup dans plusieurs bands locaux hardcore, c'est que comme le côté justement crossover, tu sais, t'entends vraiment le vieux côté thrash metal, tu sais, que ça soit, t'as même des petits bouts genre à la Slayer ou à la Exodus, des choses de même, tu sais. Fait que là, j'ai tout le temps ces petits riffs-là qui viennent, mais tu sais, sans jamais avoir du gros shredding de solo infini, puis tout, t'as juste comme le pur riff direct, énergique, que t'as comme pas. Ouais, c'est juste dans ta face, puis ça finit là. Tu sais, là, t'as comme l'essentiel, puis pas de. Comment je pourrais dire ça, pour quoter sans retenue du shafting de guitare ou du big swing de guitare. Là. Ça, c'est vraiment juste comme. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment triper. Là, fait que. D'ailleurs, c'est du Prowl qu'on va avoir écouté en intro de cet épisode-là. Fait que j'invite les gens à aller écouter tout le reste, évidemment. Puis toi, de ton côté, j'imagine, Tremblay, le hardcore était assez tôt si en 2001, tu bookais des bands à Longueuil. J'allais voir quasiment les shows punk rock, puis genre, on allait voir les Snow Jam, puis des trucs comme ça, puis il y avait tout le temps des bands hardcore, mais dans ce temps-là, je savais pas c'était quoi. Tu sais, genre, puis là, ben, les shows hardcore, à un moment donné, je voyais, mettons, 8-Breed au Snow Jam, puis après ça, ben, je voyais 8-Breed avec Dropkick Murphy, puis après ça, je voyais 8-Breed, genre. Au Vans ou des choses comme ça. Au Rainbow, puis là, j'étais comme, OK. Puis là, après ça, ben là, ça a déclic que, OK, ben ça, c'est quelque chose, là. Tu sais, le hardcore, c'est pas juste des bands punk rock plus agressifs, c'est vraiment comme. Puis, tu sais, j'allais au Underworld voir Fred Tremblay, puis là, genre, tu sais, je browsais des disques, puis là, je checkais, genre, la pochette du dude sur le top, puis après ça, je partais avec le disque, puis c'est que c'est genre un hit or miss, c'est souvent. Il y avait beaucoup de miss. Il y avait beaucoup de miss. Puis Fred, des fois, il me regardait, puis t'es comme. T'es sûr? Lui, il faisait de l'argent, puis il était comme. Allez, on achète-les. Ouais. C'est ça. Ça a parti vraiment avec le punk rock, puis tu sais, j'ai tout le temps écouté un peu de métal en même temps, tu sais, les Slayer, Metallica, Pantera, ça a parti de mon enfance en même temps, fait que, tu sais, ça a tout le temps été. Puis c'est ça. Puis, pas mal ça. Est-ce que vous vous souvenez de. Parce que, tu sais, disons, dans les bands locaux, tu sais, la scène hardcore, tu sais, il y a eu le mouvement aussi là, au début des années 80 aussi, un petit peu, tu sais, genre des Genetic Error, genre Fair Warning, des trucs comme ça. Vous, est-ce que vous étiez un peu familier avec les bands locaux, disons, des années 80 ou début 90? Pas vraiment. Parce que, tu sais, quand moi j'ai commencé à aller voir des shows, ben, ces bands-là, ils jouaient pas vraiment. Ils jouaient plus, en fin de compte, tu sais. Puis trouver du stock de Fair Warning, là, ça a été, avant qu'on puisse avoir un CD de Fair Warning, là, c'était en 2005, tu sais, que le monde, il commençait à uploader des affaires sur SoulSeek ou des trucs comme ça. Mais avant ça, on savait que le band existait, on savait qu'il avait joué avec les Chromax. Oui, parce qu'il était sur
C'était sur Air Primitive, la compilation, ou sur le Montréal-New York truc, il y avait eu une compilation. C'était Fair Warning. Ok, c'est ça. Genetic Error, c'était sur l'autre label. Ok. Si je me trompe pas. Ouais. Mais il y avait rien, là. Il n'y avait pas de repress, il n'y avait rien. Fait que le doute qu'il y avait le démo, là, en 83, il venait plus voir des shows, là, en 98. Il y avait des rhumatismes, il fait pas être debout longtemps. Ouais, je comprends. Je te jure. Mais tu sais, je sais, parce que là, il y a Scum qui ont annoncé qu'ils réenregistraient des trucs. Tu sais, Self-Control n'a jamais vraiment arrêté non plus, genre depuis 88, 89 à peu près. Fait que je me dis, peut-être des fois, vous êtes tombés sur eux autres au cours des années. Self-Control, j'ai déjà vu souvent. Ils jouaient à Alex là, tout le temps. Fait que c'est sûr que je suis allé voir un band puis ils jouaient en même temps. Je m'en rappelle-tu? Non, ça c'est sûr que non. Okay. Ça, c'est sûr que non. Mais c'est sûr que je les ai déjà vus plus qu'une fois. Okay. Puis j'ai vu que plusieurs de vos projets, vous avez fait quand même des collabs souvent, comme votre pochette ou l'artwork est d'un Américain ou des trucs comme ça. Noah Baker, qui a fait l'artwork pour Prowl. Puis j'en avais trouvé un autre aussi que... OK, je suis plus capable de me lire, là, mais c'est lui aussi qui avait fait comme le artwork pour genre... pour Offside, des trucs, là, les bonhommes, le noir et blanc. C'est spoiler. Non, c'est un autre dude qui a fait les Offside, si je me trompe pas. C'est si je me trompe pas. Je sais que Spoiler en a fait, mais il y a un dude qui fait pas mal la même affaire que ce que Spoiler fait. Chad Lawson. C'est ça. Okay, c'est ça. C'est pas Spoiler, mais... Chad Lawson, c'est lui qui... Non. Ah non, c'est lui qui a fait le Rears. Ouais, le Volte-Face. C'est vrai qu'il y a un style qui peut s'apparenter à ça. Ouais. Okay. Parce que là, j'ai vu que maintenant, là, il fait genre des posters, même genre pour Newfound Glory puis des choses comme ça. Ça a vraiment l'air d'avoir... Ouais, il c'est à cause de il était vraiment pas mal. Ça commence avec Volte-Face, ça vient avec Newfound Glory. C'est ça. Tout le monde a eu un free disc au Madhouse pour ça. Quand il fait des posters pour Newfound Glory. Une boîte qui est plus dans ton garde-robe depuis une couple d'années qui ne passait plus. Ouais. Il y en avait combien? Hein? Comment qu'on en a fait? 500? 500, je pense. Tabarouette, OK, ouais. Stock. 800 lifespan. Puis en 2011-2013, ça se vendait pas tant que ça, des vinyles en plus, me semble. Là, fait que, ouais. On les donnait au release show, puis après ça, ça stagnait. On tourait pas, fait que... Avoir fait 100 000, une boîte... Ouais. Au moins, c'était des petits. Ouais. C'était plus avantageux d'en faire 500. Ouais, dans ça là, ouais. Oui. C'est ça, tu sais, d'avoir collaboré avec demander à des artistes comme américains de faire des trucs. Y a-t-il quelque chose qui se fait de plus en plus ou qui est prévu d'être fait avec, disons, d'autres bands, d'autres villes, d'autres compagnies de production, peut-être américaines ou européennes avec le Montreal Collective ou non top secrète? Ben non, on n'a rien de OK. top secret à dire à ce niveau-là. OK, parfait, c'est bon. Non, je prenais un guest parce que justement, si on se disait qu'aux États-Unis aussi, là, ça commençait à boomer aussi, je me dis... Il y a sûrement du monde qui voit qu'en ce moment, il y a quelque chose qui se passe aussi à Montréal puis tout. Là, mais c'est sûr que pour vrai, tu sais, le Madhouse, la première édition, ça l'a vraiment fait jaser. Là, comme tu dis, tous les billets ont été vendus. Puis je pense que c'est juste la fin de semaine en tant que tel, a juste été vraiment malade. Fait que autant, je pense, les bands ont eu du fun, le crowd a vraiment eu du fun. Fait que du monde qui s'était déplacé pour venir aussi. Là, ouais, c'est ça. On a vu quand même du monde des States, Ontario, Toronto, même les Maritimes, tout ce qui est alentour quand même. Fait que ouais, pour vrai, on s'en fait quand même jaser, tu sais, même ailleurs, je pense que le mot s'est quand même passé. Les gens sont comme, c'est quoi le fest à Montréal, là, le Madhouse? Ah ouais. Fait que, ouais, puis je pense que le fait que ça a été 100% local aussi, puis ça a eu autant cette réaction-là, je pense que on est doublement fiers, là, genre que les gens, ils sont comme, yo, qu'est-ce qui se passe à Montréal, tu comprends? Est-ce que vous pensez que vous rajouteriez une journée à un certain point où vous inviteriez des bands externes ou vous voulez vraiment garder le concept? Ben là, tu vois, pour cette année, on a déjà expand une journée. Donc, on a rajouté une journée comparativement à l'année dernière. Puis oui, c'est sûr que, tu sais, au niveau des groupes, on veut que la direction reste Montréal. Tu sais, je pense que le but, c'est vraiment de donner une plateforme aux bands qu'on a ici. Mais en même temps, on a des super bons bands au Canada, qu'on parle de Québec, Ontario, les Maritimes, l'Ouest canadien. On a des groupes qui sont super bons, qui méritent aussi de venir ici avoir un good time puis de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Donc, ouais, on va voir ce que ça donne pour ça, mais ouais, on travaille avec des groupes d'ailleurs aussi un petit peu pour cette année. Puis je sais que, je pense que c'est toi, Vallière, je veux dire Max Vallière, à chaque fois, je trouve ça bizarre, on dirait que je t'appelle... mais... parce que moi Gaston. Ouais, c'est ça. Mais ben, c'est ça parce que tu avais dit je pense que c'est justement à Beans and Breakdown, une des entrevues que tu avais faites, tu avais expliqué le nom, la naissance en fait du nom Madhouse de Montréal, d'où que ça venait. Je pense que ça venait comme du groupe Final Word, mais là, vu que c'était en anglais, là, pour le dire en français sans que je vole ces informations, je sais pas si tu veux l'expliquer un petit peu, c'est quoi l'origine du nom en fait? Ouais, ben je pense que c'était Tony qui avait expliqué ça aussi, mais... ça se peut. Ouais.
Pour vrai, je sais que ça vient de Final Word. Je sais que. Mais il me semble qu'en show, c'était juste un thing de juste gueuler Madhouse. Puis, tu sais, même pour moi, plus minus aussi, parce que, tu sais, je sais que tu l'as déjà fait. Je le faisais tout le temps. Fait aussi, que, tu sais, moi, ça. Vu que je veux pas connu encore plus minus parce que c'est encore plus ma génération, je pense que ça a encore plus une appartenance. Mais je sais pas si tu sais d'où ça vient à part ça. Si je me trompe pas, c'est Nick Rasico qui. C'est dans un skit de Ice-T. OK. Qu'il est allé chercher ça. Si je me trompe pas. Puis c'est comme un genre de skit Ice qui parle d'un genre de Madhouse, d'un show en fin de compte. Puis là, ben Nick a genre catché. Puis là, il a fait juste une genre de phrase. Puis après ça, on l'a tout le temps redit. C'est comme un call pour craquer la foule. Ouais, en plein ça. OK. Puis il y a comme une vidéo, là, ça, je me rappelle pas c'est lequel, là, mais c'est une vidéo de show. Je pense que c'est le vidéo genre à l'Inco que Final Word ils font. Là. Exact. Même Hardfest, je l'avais. Ouais, Hardfest aussi, ouais. Puis plus minus, je l'ai tout le temps dit aussi. Là. Okay. Tout le temps à cause de Final Word en fin de compte. C'était de ça. Mais plus minus, moi, tu sais, justement, j'étais comme plus. J'ai toujours été plus dans le punk que dans le hardcore. Puis plus minus, j'avais entendu parler à cause de Victor Baudouin de Puffer, Spleen, Monday's Bay, puis sûrement comme. Wrong Hands. Cet autre projet. Stigmatism. Ah ouais? C'était quoi? No Bones? C'était ça, No Bones? No Ok, c'est ça. Bones. Hey, bref, allez écouter l'épisode que j'ai fait avec Méfait, vous allez tous savoir ça. Mais il avait parlé de Plus Minus. T'sais, j'avais lu une entrevue avec lui en préparation avant de le recevoir, puis il avait dit que lui, quand il a entendu Plus Minus pour la première fois, il était là comme, c'est quoi cette affaire-là? Il ne catchait pas, puis tout. Puis là, après ça, ça a grandi, puis là, aujourd'hui... Puis après ça, il y a Fill In dans Plus Minus. Ah, pour vrai, je ne savais pas ça, par exemple. Fill In, on a eu 2 fellers, 3 en fin de compte, parce que Ben Bass est parti, mais il y a eu Chris Hogan de Enforcers qui joue du drum. On a joué avec les Hardskin, puis Victor jouait de la bass, si je me trompe pas. OK. Puis ça aussi, c'était... Louis de Solids après qui était là aussi. Parce que j'ai comme catché que sa photo de profil vient d'une des pochettes de Plus Minus. Puis là, comme j'ai comme fait les liens entre. Si je me trompe pas, c'est un poster de Plus Minus, sa photo de profil. Okay. Un poster parce que shootout à Hugo Janson qui faisait tout l'artwork. Mais c'était sur le collage de votre dernier, en fait, là, celui qui est comme en bleu et blanc. Ça se peut que c'est sur ce collage. Ça a été un collage qu'on a fait à la main. Tout ça a été fait au papier, colle, ciseaux. Qu'on a collé, qu'on a tout fait à la main, qu'on a pris une photo, puis qu'après ça, qu'on a scanné. OK. Fait que ça, c'était quand même on est quand même très, très fiers encore de ça. Ouais, puis on peut l'annoncer qu'on joue au Madhouse. Là, j'ai laissé un petit moment de silence au gars qu'il faut que je coupe cette information privilégiaire. Non, on peut l'annoncer, right? Ça va donner une pression à Guillemette puis à Diamond à prendre les tracks plus vite parce qu'on n'a pas jamais encore. Demain, Ben et Max Vallière vont m'avoir l'écran privé. Non, coupe ça, dis pas, là, mais coupe là, c'est trop important. Ben cool en crime, ça. Ben non, rendu décembre, c'est déjà ça. J'aurais ça d'annoncer. S'il y a 10 personnes qui sont stock, c'est un cool. Déjà la moitié sold out, juste à dire ça, c'est sûr et certain. Imagine. Ouais. Mais non, c'est ça, Guillemette, Hugo Janson, Ben Bass qui jouait dans Fallen World à The Ferguson, puis moi, puis Diamond, qui chantait dans Nook. Bon, on les a déjà toutes name drop. Ça va me faire du monde à taguer sur le podcast. Mais en fait, je me demandais aussi, parce que vous aviez eu une critique dans Alternative Press, je pense, à l'époque, quand vous l'aviez sorti. Peut-être. Ah, OK, mais ça. Je me demandais à quel point il y avait eu un rayonnement de cette band-là hors Montréal. On a joué une couple de fois à Toronto, mais on avait beaucoup d'amis aux États-Unis, fait que c'est sûr que les gars, ils aidaient beaucoup. Là. On s'était vraiment fait chum avec Drop on the Ice parce qu'on a joué nos premiers shows avec eux. Le premier show qu'on a fait, on a joué sur leur gear parce qu'on n'avait pas de gear. On a juste showé up avec nos instruments, puis peut-être des têtes, puis on a joué sur toutes leurs affaires. Okay. Puis après ça, chaque fois qu'ils ont joué à Montréal, on jouait avec eux. Puis après ça, ils nous ont tout le temps aidés dans n'importe quoi. Puis tu sais, on avait beaucoup de chums avec qui on jouait. Puis tu sais, on avait Lifers aussi en même temps, le zine. Fait que ça aidait ça aussi à se faire des connexions. Mais on n'a jamais joué... le plus loin qu'on a joué, c'est Toronto. Là. Okay. On a joué plus loin que Toronto. Là. Ouais, vous n'êtes jamais allé faire des shows genre aux States? Ou... Non, ça n'a jamais donné. Puis c'était tout le temps tricky un petit peu dans ce temps-là aussi. Là, avoir un permis puis toute la patente. Puis ça n'a jamais été assez sérieux pour qu'on puisse faire ça non plus. Le seul band, je pense, de Montréal, à part Proud, les 15 dernières années, c'est Enforcers qui ont joué un show. Ah ouais, OK. Ils ont fait un show à Albany puis c'est tout.
That's it. Puis tu sais, il y avait du potentiel, par exemple. Ben oui. Mais... Plus minus aussi. Oui, mais ça a jamais donné. Là. Puis tu sais, on avait tous d'autres goals. Puis après ça, ben Louis avait Solids. Puis là, quand Solids a parti, c'était en tournée 200 jours par année. Fait que là, Louis avait pas tant le temps. C'était plus ça l'histoire. Là. C'était vraiment plus ça. Puis, tu sais, ben, parlant de toi, ça fait, parce que, tu sais, on a mentionné, je me souviens plus si on enregistrait quand je disais ça, mais que Prowl est vraiment beaucoup en tournée là, depuis, on va dire, 2019, 2010. Tu sais, vous avez été aux États-Unis, 4-5 fois, le Canada 4-5 fois, l'Europe aussi et tout. Est-ce que, c'est quoi la réception qu'il y a justement ailleurs? Parce que de faire autant de tournées comme ça, même des fois 2 fois aux États-Unis dans la même année, puis des trucs de même, j'imagine qu'il y a comme une espèce de build-up qui est en train de se créer. Vous devez voir une évolution de ça va dans la bonne direction en ce moment. Là. Ouais, c'est clair. Tu sais, je pense que les gens apprécient qu'on va leur rendre visite à différents endroits. Puis ouais, les États-Unis, c'est ça. On a, tu sais, c'est sûr qu'en même temps, comme tu dis, on y va depuis 2018. Même, je pense, notre première tournée américaine, je pense que c'est peut-être 2017. OK. Fait que, tu sais, ça fait quand même quelques années. C'est sûr qu'il y a eu la pandémie qui nous a quand même ralenti un peu pas mal au niveau du touring et tout. Mais ouais, pour vrai, on a vraiment du fun. Puis les gens sont super avec nous. Pas mal partout où on va, que ce soit l'Europe ou les États, le Canada, les Maritimes, l'Ontario, l'Ouest canadien aussi. On commence à avoir pas mal d'amis. Là. C'est cool d'aller leur rendre visite plus souvent. Là. Ouais, mais c'est de se donner la peine, quand on disait qu'il n'y a pas beaucoup de bands qui avaient été aux États-Unis, comme disant dans les 15 dernières années, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font à cause de leur vie, de leur commitment aussi au projet, que le band existe ou n'existe plus, puis tout. Fait que là, ce que Prowl vous faites en ce moment, il n'y a pas beaucoup de bands, on va dire, qui sont, entre guillemets, comme underground, qui sont pas sur un gros label, des choses comme ça, qui le font à répétition, puis c'est comme ça, maintenant que ça grossit, puis mais c'est de se donner le coup de pied au cul, puis de le faire, en fait. Là. Ouais, puis tu sais, il y a aussi beaucoup les US qui nous aident pas à y aller, dans le sens qu'il faut faire des visas et tout, c'est pas juste de vouloir y aller, c'est qu'il faut... difficile de cacher des guides, même si t'as le gear. Ouais, exact. Puis c'est tu peux pas être ban pour comme 5 ans ou des trucs comme ça. Fait que je pense que c'est juste, on voulait y aller, on a pris le temps de faire les trucs, puis... La pandémie aurait eu l'avantage justement de peaufiner. Forgotten Realms, il y a quand même eu un... Ouais, nous, en fait, ça nous a laissé le temps de tout finir d'écrire notre album, de l'enregistrer, de l'écouter, de faire des modifications, etc. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu que c'était à Rimouski que ça avait été enregistré. Puis, tu sais, de ce que j'ai vu, toutes vos discographies là, comme rassemblées ensemble, il n'y a pas eu tant d'albums que ça qui n'ont pas été enregistrés à Montréal. Fait que c'était pourquoi le choix de Rimouski, puis au studio de... Rimouski, en fait... C'était The Grid, c'est ça? Non, ça, c'était pour notre tape avec Chris Donaldson à Montréal. En fait, on a enregistré à Rimouski parce que notre guitariste Marc et batteur PA reste à Rimouski. Donc, pour nous, d'avoir tout qui est fermé pendant la pandémie, c'était juste le meilleur le meilleur moment pour nous de s'enfermer dans un studio avec Pierre-Luc Demers puis de recorder cet album-là. Fait que, ouais, c'est la... Puis aussi, c'est ça, d'être à proximité. Je pense que les gars d'être à proximité du studio, ils ont vraiment aimé ça aussi. Là. Puis c'est un beau coin aussi pour passer du temps en pandémie quand tout est fermé partout. Là. Exactement. Puis là, moi, une autre question pour Prowl que j'ai, là, c'est je pense que tout le monde se connaît un petit peu à travers les différents bands, même si c'est pas nécessairement hardcore, mais la thématique médiévale semble de plus en plus prendre d'ampleur. Là, tu sais, comme t'as Puffer, qui ont l'espèce de dragon aussi sur leur pochette, Prowl, t'as tous les côtés chevaliers, Béton armé aussi, comme sur leur pochette, Chain Block, me semble, c'est comme une cotte de maille un peu dessus, non? Okay, moi, j'avais chaînes. C'est juste des chaînes. OK, j'avais pas fait le lien. Mais tu sais, Take Glasses, ils ont l'échec héroïque, il y a un casque aussi. Tout. C'est-tu comme un... C'est un trend-là ou c'est vraiment juste ça donne qu'il y a comme plein de bands qui font ça en même temps? Je pense que il y a beaucoup de bands, c'est vrai que tu as raison, qui font ça en ce moment. Je sais pas, moi, on a toujours aimé l'imagerie. On a toujours aimé... toujours trouvé que ça collait un peu à la peau du band puis au son en général. Donc... le côté caverneux, le côté sale un peu. OK. C'est bon, je te dis, il y a peut-être comme en ce moment une petite société secrète médiévale qui se forme dans la scène punk rock. Le Donjon Dragon. Ouais, c'est ça. Ouais, on est tous dans la même équipe de Donjon Dragon, c'est ça. Ben, tu sais, on va parler aussi de. Ben, tu sais, je vais te parler de Scaramanga aussi, Ben, un nouveau band qui a pris aussi naissance pas mal à la fin de la pandémie. Je sais pas comment que le projet est né et tout. Je sais pas si tu vas expliquer un petit peu la naissance du groupe. Dans le fond, les autres. Jay le chanteur puis Jean Gab le guitariste. C'était un projet de pandémie.
Puis quand justement la pandémie commençait à tirer à sa fin, ils ont vraiment décidé de monter le band au complet. Puis fait que ils ont cherché du monde. Ils ont approché Rick pour jouer de la guitare. Puis Rick, la plupart des projets que Rick fait ou que moi je fais, j'invite tout le temps Rick ou Rick m'invite dans ses projets. Fait que Rick m'a demandé de jouer de la bass avec eux autres dans Scaramanga, puis on a monté, dans le fond, le band avec ça. Okay. Puis, tu sais, j'ai vu aussi que le premier show, peut-être, de Scaramanga, c'était ça au Madhouse ou c'était le deuxième? C'était avec le lancement d'album de Prowl. Ah, OK. Ouais. Parce que je voyais que Scaramanga était au Madhouse, puis que Harrier, c'était le dernier show aussi. Fait que as-tu un lien un petit peu de comme, il y a comme trop de projets, il faut que j'en choisisse un des deux, puis que ça a comme dispersé un peu le... Mais dans le fond, avec Harrier, c'était tout le temps comme... C'était pas clair. On a eu un hiatus. Qu'est-ce qu'on fait? On fait-tu des shows? On y allait pas mal. S'il y a quoi qui nous intéressait, on le faisait. Puis à un moment donné, on s'était juste dit... c'est rendu comme trop compliqué. Juste jammer, sans composer, sans sortir rien. On s'est dit... Quoi de mieux que finir ça, dans le fond, au Madhouse. Grandiose. Puis, partir en beauté. Ouais. Ouais. Tant qu'il restait des volte-face, il faut que le band continue. Puis quand il en restait plus, vous avez dit c'est fini. Puis, c'est ça. Une affaire que là, j'avais trouvé cette affaire-là quand j'avais reçu Chris avec Sweet Mess et tout ça. J'avais vu que vous aviez passé à Radio-Canada sur un documentaire sur le hardcore. Je sais pas si tu veux comme parler, c'était quoi cette affaire-là? Ou, c'était plus un vox pop dans un show, quelque chose comme ça. C'était vraiment la TV des Basses-Laurentides, fait que c'était comme sous-jacent à Radio-Canada, mettons. Ça n'a pas passé au téléjournal. Ça passait dans le coin des Laurentides seulement. Puis c'était sur ce poste-là, à cette heure-là. C'était Entre deux jams que ça s'appelait. Dans le fond, ils invitaient des bands, soit de la région ou... on faisait 2 tracks plus une entrevue. Même j'ai essayé de retrouver cette entrevue-là. Puis, je vais checker dans mes trucs. Au pire, je te l'enverrai. Là, ça se peut que j'aille comme un lien quelque part. Là, on avait joué 2 tracks à TV, dans le fond. OK, c'est cool. C'est quand même spécial, mais ouais, c'était le fun. Puis j'avais vu dans le clip Changes, Harrier aussi. Ouais. Il y a l'espèce de, tu sais, le logo de Montréal avec les mains et tout ça. Mm-hmm. De ce que j'ai compris un peu, c'était comme un peu un prédécesseur, on va dire, à un crew hardcore de Montréal. Est-ce que c'est ça qui a perduré jusqu'à aujourd'hui? C'est comme encore une gang un peu qui a un lien avec... Un petit peu. Je pense que ce logo-là a rallié certaines personnes pendant ce temps-là. Puis c'était comme, tu sais, on le voit dans la vidéo Changes, comme tout le monde à la fin est là. Mm-hmm. Puis on avait comme un petit crew qui était là dans tous les shows. Puis on avait fait des chandails Montréal Hardcore quand on allait, mettons, aux États-Unis voir des shows. On mettait nos chandails. C'était un petit crew, mais rien de trop... Montrer vos couleurs, vous étiez patchés pour vous faire reconnaître. C'est une façon de genre rassembler tout le monde aussi, de donner un peu un sentiment d'appartenance, d'être comme, yo, on est là dans tous les shows, on fait des bands, on promote, je sais pas. Comme tu dis, c'est vrai que... il y a de quoi justement pour montrer qu'il y a des ressources pour aider si jamais il y a comme quelqu'un qui veut faire de quoi, il y a comme d'autres mondes qui peuvent aider à faire ça aussi. Puis tout. Exact. Puis... ouais, c'est ça. Je veux vraiment pas oublier parce que tu as parlé aussi de Lifers tantôt, Tremblay. Tu veux-tu expliquer d'où ça part? Moi, j'ai vu que ça avait commencé avec un zine en comme 2008 à peu près. Là, fait que... Ouais, moi puis Hugo Janson, on a parti un zine. Moi puis Hugo, on était coloc dans ce temps-là. Puis il y avait pas de zine à Montréal. Puis il y avait même un gros lac. Moi, on a tout le temps trouvé que les zines, c'était cool. Là. J'ai tout le temps eu des livres des trucs comme ça, puis j'ai tout le temps trouvé que c'est le fun à lire, puis les interviews, puis les nouveaux bands, les reviews, puis on avait un blog, là, dans le temps que c'était cool d'avoir un blog, en fin de compte. Puis là, on avait Lifers, puis on avait fait des zines, on a fait 2 éditions. Puis après ça, un petit peu plus tard, on a... Plus Manus, c'est comme parti aussi un peu en même temps. Puis après ça, on a fait Lifers Record. Puis on a sorti une couple de trucs. Puis après ça, on a pris un grand break. Puis là, cette année, l'année passée, cette année, 2023, qu'on a reparti. Puis c'est ça. Fait que cette année, on a reparti Lifers Record. On a sorti 5 trucs cette année. Bruiserweight, Clone Apparition. Chain Block. Puis Skullgate. Puis on a un autre truc qui s'en vient. Right? Okay. Freezer Burn, on peut l'annoncer. Ouais. Puis sûrement d'autres choses en 2023. Clone Apparition, c'est ça. Clone Apparition, Chain Block, Scaramanga, Bruiserweight, Freezer Burn. Puis il me semble que Skullgate. Ouais, c'est qu'on a 6 releases. Puis on va avoir 7 releases d'ici la fin de l'année. Pour quelque chose qu'on a reparti cette année, c'est quand même très... J'ai vu que ça avait arrêté quasiment comme en 2013 ou quelque chose en même, 2012. La dernière fois qu'on a sorti, c'est Volfast.
Ouais. OK. Fait que c'est 2012. 2012, puis après ça, en 2012, moi, j'ai commencé j'ai sorti de l'école, j'ai commencé ma job, fait qu'après ça, j'ai pris un break de pas mal d'affaires. Puis c'est ça que Plus Minus aussi a pratiquement arrêté pas mal en même temps. On jouait comme un show par année. OK. Puis après ça, on a juste arrêté de jouer. On n'a jamais fait de dernier show, puis on a juste arrêté de jouer en même temps. Mais c'est ça, Lifers, c'est parti de là. Puis j'ai vu qu'il y a comme un lien aussi avec Lifers Book. Tu as parlé un petit peu des fanzines puis tout, que je pense que c'est comme un autre catégorie une autre branche que j'ai parti cette année, qu'on a parti cette année. C'est moi qui s'en occupe beaucoup, par exemple. Puis je suis vraiment un fan de tattoo puis tout ce qui est tattoo related. Fait que là, j'ai un bon ami qui s'appelle Patrick Kidzle qui avait Reaper Records, que maintenant il y a Tribal Publishing qui est aux États-Unis, qui sort des livres de tattoo puis de tattoo artists vraiment capotés. Puis Patrick m'a demandé de trouver quelqu'un pour distribuer ses affaires au Canada. Fait que j'ai juste offert de le faire pour lui. Puis après ça, il m'a mis en contact avec plein d'autres publishers. Puis là, c'est devenu comme un hobby pour moi, là, en fin de compte. Là, c'est que là, j'email des publishers, des artistes, puis je fais rentrer leur livre au Canada. Puis, tu sais, ça sauve de l'argent un petit peu à tout le monde aussi, parce que j'ai fait au même prix que les dudes aux États-Unis ou les dudes en Europe le font. Puis les personnes ici, ils ont juste à payer le shipping, mais à la place de payer le shipping US plus les customs, le livre il est déjà ici. Okay, ouais. Fait que là, j'ai fait le Tattoo Heart Montreal cette année, puis ça a vraiment bien été. Puis j'ai fait un événement la semaine passée aussi, dans une galerie / tattoo shop. Puis ça a vraiment bien été. La réponse est vraiment cool. Fait qu'à date, c'est ongoing, ça va super bien. Puis il va-tu avoir une table au Madhouse, par exemple? Il pourrait avoir une table au Madhouse. Je sais pas si... J'aimerais mieux la donner à des artistes qui vont vendre leur merch pour leurs affaires, mais on pourrait avoir un petit coin, c'est sûr. C'est sûr que je sais pas si ça me tente d'être assis là toute la fin de semaine. C'est plus ça la vraie raison. C'est ça. Mais overall, c'est vraiment un cool projet là, qu'on fait, que je fais présentement, puis j'ai vraiment du fun à faire ça, c'est vraiment cool. Parlant de tes autres projets, on l'a mentionné aussi brièvement, Chain Block avec Marc-André d'ailleurs de Citos puis Chris qu'on rementionne parce qu'il est dans comme 50 bands en même temps tout le temps. Vous avez sorti le démo cette année? Sorti le démo cette année, on a sorti le démo quand? En mai, avril? Juin. Début juin. Sorti le démo début juin. J'ai commencé à jammer avec eux en novembre. C'est Marco, Will puis Tristan qui avaient commencé à jammer. Puis ils m'ont juste demandé si je voulais chanter dans un band, puis j'ai dit oui. Okay. Puis après ça, j'ai demandé à Chris Riopel qui avait pas grand-chose à faire, tu sais, comme s'il y avait pas déjà 50 bands. À ce moment-là précis, mais ça a changé après. Puis il est comme, ouais, puis là, il est venu jammer. Puis là, les gars ont enregistré tous les instruments il y a 2 semaines pour 2 nouvelles chansons. Puis je devrais faire les vocales la prochaine semaine. Fait qu'on va avoir 2 tracks probablement début 2024. Puis après ça, on va travailler sur d'autres stocks. On a peut-être un show en janvier qui n'est pas annoncé encore. OK. Parfait. C'est tout. Puis sinon, là, j'en profite là, parce que là, on a dit, tu sais, Scaramanga, Prowl, Chain Block, il y a Excess aussi qui fait comme des shows de temps en temps, Ben et tout. Je sais pas si, avant que j'oublie là, de tout, s'il y a des shows que vous pouvez annoncer, s'il y a des trucs que vous pouvez dire, sachant que ça va comme sortir d'ici une semaine ou le 7 décembre. Mais dans le fond, la semaine prochaine, on va annoncer, on a un show bénéfice qui va être le 30 décembre. Ça va être le show de fin d'année. On a 6 bands. Puis chaque band a une cause, dans le fond. Tout l'argent ramassé, splitté égal. Chaque band a sa cause. Tout l'argent va aux organismes ou aux fondations. Parfait. On va avoir Desecrate, Shut Away, Scaramanga, on va jouer. Bone Bearer, le premier show de Mulch. Puis Kennedy. OK, quand même, un gros line-up. C'est un gros line-up. On veut finir l'année en beauté, puis c'est à la Sot Arena. OK, fait All Ages en All Ages qui va pouvoir justement rassembler un peu plus le monde dans les fights, puis ça va avoir du fun. Là. Ah, c'est parfait, ça. Ouais. Ben, tu sais, en plus, les années passées, là, je vois tranche de vie. Avec la garde partagée, des fois, il y a des moments dans le temps des fêtes que t'es comme, man, je suis tout seul, puis j'ai rien à faire en ce moment. Il y a tout le temps un show, justement, puis ce genre de show-là, c'est parfait dans le temps des fêtes, justement, entre coin de Noël puis du jour de l'an. Tu vois, tout le monde sont dans des parties de famille, puis tu es comme, il faut que je me trouve de quoi. Fait que c'est la solution pour les âmes solitaires du temps des fêtes. Pour une bonne cause en plus, fait que. Oui, en plus. Très cool. Yes. Prowl?
Y a-tu des trucs Nous, on a rien annoncés? annoncé, honnêtement. En fait, c'est pas vrai, on s'en va en février. On fait Trois-Rivières, Ottawa, puis Rouyn-Noranda. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça passer. C'est Avec vraiment Apes. hâte, ça fait tellement longtemps, ouais, avec Apes de Québec. Puis j'ai vraiment hâte d'aller jouer à Rouyn. Ça fait longtemps que je vais aller là. J'ai de la famille là-bas et tout. Fait que super excité d'aller jouer à Rouyn-Noranda. Et puis d'ailleurs, c'est vrai, là, on salue Simon qui fait l'editing du podcast, qui tantôt il m'a dit hey, pour vrai, je suis vraiment déçu. Il va-tu avoir un reprint de The Forgotten Realms qui est tout sold out en ce moment? C'est sold out pour vrai? Ouais. Mais je sais pas, on va voir. Ouais, c'est sûr que on veut clairement le repress. Fait que ouais, ça va être fait. Phew. Ouais. Je serais Ouais, rassuré. ça va être fait. Je sais pas quand, mais on travaille là-dessus. OK, parfait. Sinon, Forgotten Realms en tape sur Lifers aussi. Ah ouais, c'est vrai? Cool. Non, mais on Ouais, va ouais, probablement c'est le sortir sur Lifers. Ça fait longtemps qu'on Hey, je vais en avoir des affaires à censurer demain si vous textez tout de Non, finalement coupe ça pis ça. À date, non, il n'y a rien pour eux. Mais rassurez-vous, il n'y a pas des milliers de personnes qui écoutent ça non plus. On a parlé aussi un peu de, du lien avec l'international et tout ça. Puis un des trucs que j'ai remarqué, c'est comme par exemple, Proud, vous avez sorti un truc avec un label genre du Kazakhstan puis de la Finlande. Ouais. Genre Northern Sound puis Red Truth. Non. Ouais, vas-y. Ouais, mais comment que ça se fait, ces affaires-là? En fait, Ben a de l'air d'avoir truc- comme son mot à dire là-dessus. le truc du Kazakhstan, c'est un label qui nous a hit up. Notre premier démo il était comme yo, on vous sort des tapes, ça vous coûte rien, on vous en envoie genre 50. OK. Je fais OK, ouais, parfait. Puis je me suis dit, worst case, je reçois rien jamais, puis that's it. Là, tu comprends? Finalement, Puis j'ai vous avez reçu un 50 fanbase au tapes. C'est Kazakhstan. ça. J'ai reçu 50 tapes, all good. Puis Northern Sound, en fait, c'était le label à Bin. Ouais. Ah, Ça, pour vrai? c'est canadien, OK. ouais, c'est pas de la Finlande, malheureusement. C'est juste, c'est des Dans le skulls fond, qui trompent. Quand que Lifers Lifers a a arrêté, arrêté. moi, Carl Bouchard puis Rick, Shooter à Carl on Bouchard. on a continué dans le fond sur Northern Sound Records. On a sorti dans le fond l'album, le démo Le démo de Prowl. de Prowl. On a sorti Live Spent. Live Ah, Spent. On a Ouais. sorti Apes. OK. Puis on a sorti Swamps du Massachusetts. Ouais. Nice. Ouais. OK, quand même, non, je savais pas ça. Tu m'as Ouais. berné avec ton Ouais. Discogs, maudit. Moi qui parlais qu'il y avait vraiment un lien finlandais. Puis Ça n'a pas que... été mis à jour. c'est ça, vous étiez trop undercover. Là, c'est ça, j'ai comme. Avec toutes les bands, je me suis mélangé. Mais je me souviens plus c'est lequel. Je pense que c'est Enforcers, mais je suis pas sûr. C'est peut-être Lifespan, c'est peut-être Access. Il n'y a pas un de vous autres qui a enregistré comme dans le Maine ou dans le Massachusetts un démo ou un album à un certain point. Barriers, on a enregistré, Ok. dans le fond, le Le seul que j'ai pas nommé dans ceux que je pensais que ça datait. Gimmick, dans le fond, on était l'enregistré au Massachusetts. Ouais. C'était quoi le but? C'était-tu comme un studio que vous connaissiez puis que c'était là que vous vouliez enregistrer? Ou, C'était un son qu'on aimait d'un gars qui avait enregistré un album récemment. Puis on s'est dit, pourquoi pas l'essayer puis juste aller enregistrer aux States. Tu te payes un trip avec tes chums C'est ça. puis tu t'en vas recorder la musique aux States. Un bon trip, là. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Ouais. Puis parlant de trip, une autre affaire, là, je suis comme dans mes petites dernières questions de comme Rapid Fire. Là. J'ai vu que Tremblay, t'es parti en tournée avec Benny de Massacre puis Dying Fetus. Ouais. Tu jouais, tu subais dans le band ou t'étais juste comme roadie ou juste J'ai t'as juste fait la suivi? merch. OK. J'ai fait de la merch pour Benny beaucoup de fois. J'ai fait pas mal tout le Canada au complet, les States, l'Europe 2 fois. Puis ouais, j'ai vu Fetus jouer 60 jours à filer. Puis genre, pour vrai, c'est le band que j'ai checké tous les soirs. Tous les soirs, j'ai checké Fetus. Sans jamais te tanner. Pour vrai, c'est le band le plus heavy. Là. Tu sais, pour vrai, c'est genre le meilleur 3 pieces sur la planète. OK. No doubt. Puis ouais, c'est ça. Benny, c'est des vieux chums à moi qui avaient un band hardcore avant. Parce que tous ces dudes-là arrivent de la scène hardcore aussi, qui avaient un band hardcore qui s'appelait Observing the Falling Tree. Demande-moi pas pourquoi. True C'est under quoi? the bus, le drette, là. Drette là. Puis après ça, les dudes ont commencé à jammer Benny the Massacre pas longtemps après. Puis après ça, ça a juste take off. Okay. Puis pendant la pandémie, là, les gars étaient en tournée. Puis j'étais supposé comme aller faire une autre tournée avec eux autres comme dans les prochaines années. Puis là, les gars, ils ont tous
ils ont pris un peu la chienne avec la pandémie, puis là, tu sais, Touré, puis là, ils avaient acheté une nouvelle van, puis les billets d'avion, puis tout, fait que là, c'était comme un peu le bordel, fait qu'ils ont mis un break là-dessus, mais j'espère toujours qu'ils vont repartir. Ça marchait bien leur affaire, en tout cas. Là, fait Ouais, que, ça marchait très tellement bien. Même, ouais. Très, très bien. Ouais. Puis ils sont un petit peu déconstruits, là. Ça me dérange pas de leur dire, là, mais ils ont besoin d'un petit coup d'épaule quand ils partent des affaires, fait que on va voir ce que ça va donner dans le futur. J'espère qu'ils vont revenir. J'espère. Ça se dit au podcast, ça fait bouger les choses ici. C'est ici que ça va se passer. C'est là qu'on va voir tout l'impact. L'étincelle, c'est ça. L'impact du Benito Madhouse 2024. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, là, j'ai fait un lien, là, ça je l'ai vu parce que, tu sais, Enforcer, je savais un peu que c'était comme un nom de, tu sais, pour les goons au hockey. Mais quand tu tapes plus-minus dans Google, ça sent pas nécessairement le band, évidemment. Mais j'ai appris que c'est le Canadien de Montréal qui a inventé les plus ou moins au hockey. Puis là, j'étais comme crime, c'est-tu parce que toutes tes bands sport, ils ont un lien avec le hockey? Non, ou, okay. Non, ça n'avait même pas rapport. Okay. Pour vrai, j'avais même En 1956. Ouais. Non, pour vrai, je savais pas. Ah, non, bon. On apprend tout le temps ici. C'est à cause de l'album The Breakdown. C'est juste à cause de ça. C'est juste à cause de ça. Ah, parce que j'avais vu aussi Progression to Ignorance, qui devait être un clin d'œil à Snapcase. Un petit clin d'œil à Snapcase. Là. On avait fait une interview là-dessus, là, que Hugo était... je pense que c'est Hugo qui avait trouvé le nom de ça, puis Hugo était allé quand même assez deep là, sur le comment du pourquoi du nom du nom d'album. Ah, c'est bon. Ouais, c'est ça, on trouve pas toutes les affaires. Peut-être que je peux retrouver l'interview à Radio-Canada de Harriers, mais celle-là, je ne l'ai pas vue dans un vieux zine, par exemple, malheureusement. Je vais essayer de trouver... D'après moi, on a fait une interview... Je me rappelle pas où, mais on a fait une bonne interview audio. Je me rappelle pas avec qui. Okay. Sûrement qu'on l'a encore quelque part. Ah ouais, tu m'enverras ça. Moi, c'est le genre d'affaires que je suis un peu obsessif, compulsif à tout entendre chaque seconde. J'ai trouvé l'interview de Forward à Chaume FM aussi. Pas Chaume FM, c'est quoi? À Cool FM? Non, c'est CKUT. CKUT, il y avait deux filles qui avaient comme un genre de truc hardcore un peu. Puis là, il y a une entrevue de Forward qui dégénère. Ah ouais? Ok, c'est bon. Ouais, c'est ça. Hey, mais... Ça me fait penser, j'allais oublier, j'ai posé la question à plusieurs personnes ici qui étaient citées dans ça. J'ai même écrit sur Facebook pour savoir si j'avais une réponse à ça, puis elle m'a pas répondu. Ça se trouve sur le web, c'est pas comme confidentiel. C'est Stéphanie Derome. Je pense que c'est une fille de l'Université de Montréal ou de l'UQAM qui a écrit son mémoire genre de maîtrise sur la scène hardcore de Montréal, puis Excess revient souvent dedans. Évidemment, j'ai pas lu comme tous ce qu'ils ont écrit, mais toi, est-ce que ça te dit de quoi, ce truc-là? Ou, Ça me dit de quoi? Je pense que j'ai pas été consulté pour ça. Je pense que c'est plus Rick qui aurait été consulté. Tony, peut-être? Ou peut-être Tony. Mais ça me dit quelque chose, mais ça... Tony. Quand Tony, je vais le recevoir avec son prochain band, je vais lui poser la question parce que, tu sais, je veux dire, j'ai écrit à la personne sur Facebook qui n'est pas mon ami, fait qu'elle a peut-être juste jamais vu le message, mais je suis vraiment curieux de savoir parce que c'est quand même un travail d'université, là, pas, tu sais, à maîtrise ou même au doctorat, je suis certain. Puis c'est vraiment comme bien détaillé, ça explique les raisons, ça parle du straight edge, pas straight edge, tout ça. Fait que, ouais. Moi, je n'ai entendu parler, je n'ai jamais comme... lu plus, mais je sais que ça existe à quelque part. Okay. Je serais curieux de voir ça. Ouais. Ben c'est disponible. Cool. Tu sais, j'ai-tu le nom ici? Si jamais le monde veut l'écrire sur Google. C'est le Straight Edge au Québec par Stéphanie Derome. Puis il y a comme un plus long titre par après que ça, mais si vous écrivez ça, ça va vous sortir tout de suite. Intéressant. Nice. Je pense que j'ai peut-être une petite dernière question, en fait, parce que... avec Max Vallière et ton passé difficile à creuser et trouver des anciens bands obscurs, j'ai quand même vu que ta job ou une de tes jobs, c'est d'être styliste. Ouais. J'ai vu Chose Sauvage puis Lydia Kepinski. C'est quand même du monde qui sont comme pas nécessairement en scène hardcore. Comment tu t'es retrouvé à faire ce job-là avec, disons, des artistes vraiment de d'autres acabit? En fait, mon background de travail, ça se situe beaucoup dans l'industrie de la mode, du fashion et tout ça. Donc, c'est ça. Au courant de la pandémie, c'était un truc que j'avais envie de faire, du stylisme. J'avais travaillé au Essence durant ma dernière année et demie de travail avant ça. Donc, de bouche à oreille, j'avais une amie qui était gérante pour Chose Sauvage à l'époque. Et elle m'a contacté pour savoir si ça m'intéressait de travailler avec eux ou d'essayer. Puis finalement, ça a super bien été. Donc, justement, je travaille avec eux demain au Fouf. Ils ont un show. Et ouais, c'est ça, de bouche à oreille. La sécurité aussi, j'imagine, un peu. Ouais, exact. Félix qui joue dans les deux.
Ouais, donc ça de bouche à oreille, j'ai rencontré d'autres artistes et ouais, c'est vraiment, vraiment cool. Ouais, ils ont des styles aussi, justement, qui détonnent, j'imagine, grâce à ton aide aussi. Puis tout, là, je sais pas, j'ai vu Lydia Kepinski, je sais pas si c'est confirmé, mais tu sais, toute sa dernière année, il y a tout le côté comme glamour, puis même, tu sais, le kit argenté, puis tout ça qu'il fait. Fait que, ben, Lydia, elle fait elle trouve beaucoup de trucs elle-même. En fait, moi, je l'avais aidé pour un vidéoclip. Puis tu vois, à la disque, genre, on a jasé un peu de qu'est-ce qu'elle allait porter et tout. Chose sauvage, je suis vraiment avec eux depuis plus longtemps. Mais ouais, je travaille vraiment plein d'artistes. Je travaille avec Lisandre aussi, qui est vraiment cool. Ouais, puis je travaille aussi comme assistant avec d'autres stylistes qui me permettent de travailler sur des projets super intéressants. cool. Donc, shout-out à Laurence Morisset. Puis le clip de Lydia Kepinski, c'était-tu celui qu'elle se promenait partout puis qu'elle se faisait haïr par tout le monde? Là? Ouais, exact. OK. Fait que, d'ailleurs, pour faire le lien avec le punk rock, le band punk dans le clip, c'est Capable. Ouais. Fait que, vous voyez, il y a Capable qui est un Easter egg dans le vidéoclip de tout ça. Exact. Le lien Proud Capable, Lydia Kepinski est maintenant comme créé à ça. Watch out. Ouais, je pense que ça fait pas mal le tour. Ah, attends, on peut quand même plugger aussi que Velours Souterrain et Rose Cormier, encore une fois, fait des expos de temps en temps, puis de la suivre, celle qui a fait les photos de Scaramanga aussi, de ce que j'ai vu. Oui. Elle travaillait avec nous au Madhouse aussi. Okay. Ouais, elle supporte beaucoup la scène. Elle a fait son premier show justement le 30 décembre avec son band. Cool. Oh, yeah, cool, Ouais. parfait. Mulch au vocal. Ah, je savais pas que c'est ça. J'allais te demander en plus c'était qui était dans cette band-là, vu que j'avais pas entendu parler. Ah, Puis, la ouais, rose. C'est bon, on est très excités. ouais, Je pense que ça va être le fun. Ouais. clairement. Ah, ben, crime. Bonne nouvelle. Tu vois, je savais que je devais poser une petite dernière question pour plugger une affaire. Fait que, ben, pour vrai, merci beaucoup d'avoir jasé avec moi pendant cette heure de plaisir. Merci à toi. Merci à toi. Merci de nous avoir reçus. Puis là, j'avais beaucoup d'affaires à envoyer, là, des vidéos YouTube, des études d'université, puis de trouver comme des vieilles affaires. Comme j'ai dit, on a commencé ça avec The Merchant of Bones de Prowl. On va aussi écouter Lies de Chainblock, de Many Faces de Scaramanga, et aussi pour terminer, pour aussi plugger le blog des Insoumises qui font encore une excellente job pour la diversité dans la scène montréalaise. On va aller écouter Freezer Burn qu'on a nommé aussi tantôt. Fait que je suis content qu'il y ait un lien avec ça. On va écouter la chanson Worthless, puis on se revoit au prochain épisode. Yes, merci. 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 Merci.
fait quelle heure